l'Observatoire caribéen du climat scolaire, et puis l'enquête, la recherche violence et discrimination dans les collèges en Martinique, hein. Donc, Mhm. nous sommes heureux de t'accueillir, hein. Nous sommes heureux de ces premiers échanges interobservatoires, hein. Et donc, sans plus tarder, Pierre-Olivier Ouest est sociologue. Je ne sais plus très bien où il est en ce moment. Il était à un moment à l'ESP en Martinique. Maintenant, il vogue entre le continent caribéen, européen et américain. C'est bien ça. Donc, C'est ça, oui. voilà, il doit se stabiliser à un moment, je pense. Mais c'est pas, la période n'est pas, de stabilisation n'est pas encore arrivée. Et puis, voilà. Donc, dès la création de l'Observatoire de la parentalité, il s'est montré très intéressé par une coopération entre les deux observatoires, hein. Et donc, maintenant, avec le Covid et autres difficultés liées à des phases de démarrage, d'installation, etc., ça vient petit à petit. Je peux dire que ceci d'intéressant, c'est que à travers la préparation et le début de réalisation de l'inauguration de l'Observatoire de la parentalité, plusieurs personnes m'ont dit, ah bon, il y a un observatoire caribéen du climat scolaire, là, ben, c'est formidable ça, etc. Est-ce qu'on pourra... J'ai dit, mais bien sûr, son directeur ne demande que ça. Donc voilà, à toi de jouer maintenant. À toi la parole. Merci déjà. Mhm. Ok. Bah, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. En préambule, bah, je voulais te remercier, Charles, et puis toute l'équipe qui est derrière de l'Observatoire de la parentalité. Je suis ravi de participer à cette journée. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais démarrer tout de suite. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? A priori, oui. Oui, je vois derrière toi. OK. Donc, effectivement, bah, j'ai été, juste pour compléter ce qu'a dit Charles, j'ai été attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'INSPE de la Martinique pendant 4 ans et je suis resté une année de plus pour continuer à mener des enquêtes là au niveau universitaire sur les discriminations dans le cadre d'un postdoctorat. Et puis sans contrat derrière, j'ai suivi ma compagne qui a obtenu un poste de enseignante en français dans un lycée à San Diego en Californie. Donc c'est de là que je vous parle pour l'instant. Mais je continue beaucoup à collaborer avec des chercheurs et chercheuses de la Caraïbe. Je suis notamment une thèse de doctorat sur les délinquances des mineurs. Enfin voilà, j'ai encore beaucoup de relations sur place et continue à mener des enquêtes là-bas. Donc le titre de ma communication aujourd'hui, c'est mesurer les violences et discriminations dans les collèges de la Martinique. Alors en 3 temps, en fait, tout d'abord, je vais parler de l'outil. Donc c'est là que je vais présenter l'Observatoire caribéen du climat scolaire, que je considère comme un outil pour permettre de donner une mesure de ce climat scolaire et tout ce qu'il y a derrière. Je vais en parler après. Et puis, je switcherai sur un autre PowerPoint pour vous présenter les résultats d'une enquête qui a été menée justement dans les collèges de la Martinique. Et puis, je réserve la partie action peut-être pour des discussions. Parce qu'une fois qu'on a fait un diagnostic, voilà, quelle action on peut mettre en place, c'est pas toujours évident parce que ces choses-là sont assez complexes. Donc, j'ai essayé dans ma présentation aussi de faire des liens avec le rôle des parents justement pour faire écho à la journée. Alors, l'Observatoire caribéen du climat scolaire, c'est un programme de recherche à l'origine qui était porté par l'axe 3 du Centre de recherche et de ressources en éducation et formation. L'axe s'appelait Inégalité et variabilité des accès au savoir, aux éducations et aux médiations en Outre-mer. Donc, il est basé en Martinique et en Guadeloupe, hein, sur les 2 pôles de l'Université des Antilles. Il s'est peu à peu autonomisé, mais il bénéficie encore aujourd'hui localement de soutien, notamment du réseau Canopé, mais aussi de différents services et corps tels que l'inspecteur de la vie scolaire et des chefs d'établissement. Et puis aussi des liens qui ont pu être tissés dans le cadre du projet Élan, que vous connaissez sans doute, qui est considéré comme un appui fort pour mener des enquêtes, notamment dans d'autres territoires de la Caraïbe, parce que l'enjeu aussi de l'observatoire est de permettre des comparaisons
à une échelle locale et le plus possible contextualisée. Alors d'une part, l'observatoire, il a, on va dire, deux grands buts. Son premier, c'est de fédérer des chercheurs qui étudient les phénomènes de violence à l'école et le climat scolaire sous ses divers aspects, hein, que ce soit les victimations, la prévention des violences, la coéducation, la qualité de vie à l'école, l'inclusion, justice scolaire, bon, voilà, les pratiques partenariales ou encore les stratégies d'équipe et donc forcément le rôle des familles et l'opinion des familles dans tout ça. Donc notamment dans la région caribéenne. Donc ça c'est l'enjeu, c'est le but, disons, le but ultime. Mais bon, pour l'instant, on s'est arrêté à la Martinique. Voilà aussi en fonction du nombre de chercheurs qui sont disponibles dans l'équipe pour travailler sur ces questions. Et puis le deuxième objectif, il est de permettre une mise en relation en fait des chercheurs et des professionnels du monde éducatif dans le but d'arriver à un diagnostic partagé sur ces questions. Donc en définitive, cette mise en relation, cette mise en réseau, elle a pour volonté de renforcer la production scientifique, mais aussi l'expérimentation dans ce champ de la recherche. Alors, j'espère que vous arrivez à suivre mon PowerPoint, c'est pas trop petit. Alors, l'Observatoire, il a 7 missions principales qui s'est fixées. Donc, bien sûr, c'est aussi des missions qui n'ont pas pu toutes être réalisées, mais la première, c'est rassembler des données disponibles à l'échelle de la Caraïbe concernant le climat scolaire et ses notions connexes, donc un but de revue de littérature, disons. Le deuxième but, c'est d'être sur le terrain et d'aider les établissements scolaires de la Caraïbe et plus généralement les décideurs politiques à diagnostiquer les problèmes de violence. Mais bon, on parle de violence, mais souvent c'est plutôt des incivilités qui se font jour. Et puis donner une mesure du sentiment d'insécurité. On l'appelle souvent comme ça en sociologie de la déviance, mais on peut aussi l'appeler sentiment de bien-être dans le cas qui nous concerne. Et ainsi que du coup évaluer le climat scolaire. Troisième objectif, c'est lancer des recherches dans les établissements scolaires de la Martinique en premier lieu, puis la Guadeloupe, et puis migrer tout doucement vers les îles hispanophones et anglophones de la Caraïbe en récoltant des données et en les analysant. Quatrième objectif, c'est promouvoir la comparaison entre différents territoires à 4 niveaux d'échelle. Donc là aussi, c'est assez ambitieux, mais au niveau de la Caraïbe, et puis essayer de faire des comparaisons avec la France hexagonale dans le but de voir s'il y a des différences contextuelles. Et puis plus globalement, essayer de comparer ces données avec d'autres recherches qui ont pu être effectuées en Europe ou ailleurs dans le monde. Et donc avec cette idée de bien être attentif au contexte socioculturel et à la diversité des politiques éducatives. Alors le cinquième objectif, c'est participer à la formation initiale, donc à partir de ces données, essayer d'intervenir dans la formation initiale et continue des professionnels du monde éducatif, ce que j'essaye de faire déjà à mon niveau dans les INSPE de Guadeloupe et de Martinique. Sixième objectif, c'est diffuser les résultats, comme dans ce type de journée, dans des colloques, etc., mais aussi par l'intermédiaire d'un site qui est dédié, que vous pourrez retrouver en ligne facilement en tapant Observatoire caribéen du climat scolaire. C'est le premier site qui devrait tomber sur Google. Voilà, disons le septième objectif, c'est encadrer des stages et des travaux d'études pour des étudiants à partir du niveau master auprès des établissements scolaires. Bon, ce qui a pu être fait dans le cas de direction de mémoire de recherche de master 2 avec l'INSPE de la Martinique. Mais voilà, j'aimerais développer un peu plus cet axe. Alors voilà, sans surprise, je pilote cet observatoire, mais je suis pas tout seul. L'observatoire, il est pourvu d'un conseil scientifique qui se veut en tout cas composé d'au moins 10 membres. Pour l'instant, on est 9. Donc c'est plutôt des personnes qui sont sollicitées pour la rédaction d'articles ou pour leur diagnostic en fonction de leurs compétences. Donc c'est beaucoup de personnes qui sont en Martinique, en Guadeloupe, quelques-uns en Hexagone, et puis une personne basée à Sainte-Lucie. Alors, je reviens un peu plus dans les enjeux, la définition et puis les perspectives sur les questions de climat scolaire et politique d'éducation. Excusez-moi, pour rappeler qu'aujourd'hui, un des enjeux des politiques éducatives d'éducation est l'amélioration du climat scolaire. C'est quelque chose qui est popularisé depuis un certain temps en France, mais aussi dans d'autres territoires. Alors, la question première elle réside déjà dans la définition même du climat scolaire et la manière dont il influe à la fois sur le fonctionnement des établissements scolaires et plus généralement sur le fonctionnement des systèmes éducatifs.
Alors, on peut déjà dire que le climat scolaire, il dépasse l'agrégation des bien-être individuels à l'intérieur d'un établissement scolaire, en raison de sa dimension collective et de sa dimension peut-être interrelationnelle, hein, donc la relation entre les individus, que cette notion va interroger. Une des finalités de la progression du climat scolaire, elle réside dans l'amélioration des résultats des élèves, hein, c'est un des buts, dans l'augmentation de leur sécurité et de leur bien-être, et donc de la qualité de la vie, aussi bien de la vie en études que de la vie au travail des personnels du monde éducatif. Alors, lorsqu'on s'intéresse au climat scolaire, il nous semble également nécessaire de comprendre comment différents acteurs peuvent être mobilisés à des fins d'amélioration de ce climat scolaire. Et donc, les acteurs, on peut en comptabiliser trois grands groupes, hein, sont les élèves, les personnels éducatifs, et puis bien sûr les parents. Alors, dans un univers où les discours ils sont parfois disparates, et dans l'idée d'objectiver les débats, on a un instrument qui sont les enquêtes de victimation, qui sont considérées comme un outil indispensable pour mener ce type d'enquête. Et donc pour au final arriver à un diagnostic partagé au sein des établissements scolaires. Je vais essayer de donner une petite définition de cadrage déjà pour dire que les recherches scientifiques développées sur le concept de climat scolaire, elles sont anciennes et ces contours n'ont pas toujours été bien définis. On a par exemple le National School Climate Center qui est américain et qui est aujourd'hui une ressource importante pour agréger ce type de données. Alors, certains auteurs notent qu'il existe un fossé flagrant entre ces résultats de recherche, d'un côté, et les ministères de l'Éducation des États, les politiques en matière de climat scolaire, les directives de pratique et puis la pratique de formation des enseignants de l'autre côté. Alors, une revue de littérature développée à l'échelle nationale dans le monde francophone, vous avez quelques références, il y a plusieurs articles, mais aussi dans le monde hispanophone et dans le monde anglo-saxon plus généralement. Alors, le climat scolaire ne se limite pas à une évaluation de la sécurité dans les écoles. Des variables telles que l'engagement, la motivation ou encore le plaisir des élèves est bien sûr à considérer. Alors, l'approche contextuelle, elle semble actuellement, pour notre observatoire, une approche pertinente pour évaluer le climat scolaire et le penser dans sa complexité et de manière processuelle, c'est-à-dire évolutif. Le climat scolaire, comme je le disais, comme je commençais à le dire, il concerne bien sûr tous les usagers de l'établissement, pas seulement les élèves. Et donc, il faut prendre en compte la perception du climat scolaire par les parents, par les élèves et par les adultes de l'établissement, mais aussi la sécurité des enseignants et la teneur des relations qu'ils entretiennent avec leurs collègues. Tout ça fait partie du climat scolaire. En somme, ces connaissances, qu'on pourrait appeler levier pour l'action, elles peuvent révéler les tenants et les tenants de l'amélioration du climat scolaire à travers cet ensemble d'interrelations entre élèves, personnel et parents. Alors, le National School Climate Center donne du climat scolaire la définition suivante. Alors, il nous dit le climat scolaire renvoie à la qualité et au style de vie à l'école. Le climat scolaire repose sur les modèles qu'ont les personnes de leur expérience de vie à l'école et il reflète les normes, les buts, les valeurs, les relations interpersonnelles, les pratiques d'enseignement et d'apprentissage, le management et la structure organisationnelle inclus dans la vie de l'école. Alors, les auteurs d'un article associé au School Climate Center, ils proposent de regarder le climat scolaire à travers 5 éléments. Tout d'abord, les relations, puis l'enseignement et l'apprentissage, puis la sécurité, puis l'environnement physique, et enfin, le sentiment d'appartenance. Mais voilà, on peut aussi ajouter à cette définition quelques facteurs qu'on doit inclure dans le climat scolaire. Je me réfère aussi à une synthèse, vous avez la référence plus bas. Et cette synthèse propose d'inclure d'autres éléments comme l'engagement des élèves et des professeurs dans les activités scolaires, la réaction sociale face au comportement à risque. Donc,
les individus font, comment réagissent-ils face à des comportements à risque, aussi bien l'attitude des élèves que des personnels, et l'attention que l'école porte à la vie familiale. On sait aussi que s'intéresser à la question du vivre ensemble ou encore à la justice scolaire peut permettre, en tant que facteur explicatif, de comprendre la violence à l'école ou les incivilités qui s'y déroulent. Excusez-moi. Euh, alors, le programme de recherche envisagé, il se développe sous 7 axes différents. J'essaie de passer rapidement en revue et se concentre bien sûr sur le primaire et le secondaire. Pour l'instant, l'observatoire s'est surtout intéressé au secondaire. Donc, le premier axe, c'est la recherche des victimations dans les établissements scolaires, donc à commencer par la Martinique et la Guadeloupe, et puis migrer vers d'autres territoires. Le deuxième, c'est le climat scolaire et ses effets sur les apprentissages, dont la relation entre le climat scolaire et la réussite des élèves. Troisième axe, le climat scolaire et ses effets sur les personnels, en étant attentif à la relation entre le climat scolaire et la qualité de vie au travail, c'est-à-dire aussi la relation entre les personnels, la perception du climat scolaire, le rapport avec la hiérarchie, ou encore le soutien de la direction. Voilà, tous ces éléments font partie de l'axe 3. L'axe 4 se penche sur la relation entre le climat scolaire d'un côté et de l'autre la sécurité dans les écoles et les conduites à risque, dans l'idée d'actualiser, de contextualiser le lien qui est déjà connu entre climat scolaire et violence à l'école, pour qu'en étant attentif, par exemple, à la stabilité des équipes éducatives, au sentiment d'appartenance, etc. Et donc l'idée, c'est de fournir des pistes pour la prévention des violences à l'école, lutter contre les états aussi dépressifs des élèves ou des personnels, les idées suicidaires et les victimations. Et cet axe permet aussi de réfléchir plus globalement sur les normes sociales en milieu scolaire, les règles aussi qui régissent les comportements à l'école et les réactions sociales que provoquent ce que j'appelle les déviances scolaires. Un cinquième axe qui porte sur les effets du climat scolaire sur le harcèlement entre pairs. On sait aujourd'hui que le harcèlement provoque divers comportements comme l'absentéisme scolaire, le décrochage, la multivictimation, et puis dans des cas plus extrêmes de violence armée, par exemple, notamment aux États-Unis. Alors, sixième axe, c'est le lien entre le climat scolaire, l'environnement social et familial. Cet axe intéressera plus l'observateur de la parentalité. C'est-à-dire essayer de comprendre le climat scolaire aussi en dehors des murs de l'école. Donc, en faisant une sorte d'écologie, ce qu'on appelle une écologie du climat scolaire. Et donc, le climat scolaire dans cet axe doit être vraiment relié au contexte, c'est-à-dire prendre en considération le point de vue des parents, ainsi que leur engagement, bien sûr, au sein de l'école, et plus globalement aussi l'environnement social et l'environnement partenarial. Alors, le dernier axe, c'est le climat scolaire et les politiques publiques d'enseignement. Donc, il s'agit d'une part de recentrer les questions se rapportant à ce que je pourrais dire, entre guillemets, des désordres scolaires, sur le rôle des établissements et de ces réseaux, ses propres réseaux. Et d'autre part, nous nous intéressons dans cet axe à la réception des politiques publiques par les différents personnels d'établissements scolaires, à leurs effets sur le climat scolaire et aux réactions, perceptions des personnels face aux injonctions institutionnelles à l'amélioration du climat scolaire. Donc voilà, bien que ça soit assez ambitieux, j'espère à terme pouvoir développer tous ces axes. Alors juste un petit coup de pub entre guillemets quoi pour montrer quelques partenaires importants, je pense, de l'observatoire. On pourrait ajouter l'observatoire de la parentalité en Martinique, bien sûr. Voilà, je pourrais diffuser ce PowerPoint pour tous les participants et participantes, il n'y a pas de souci. Alors, un tout petit état de l'art sur le climat scolaire. Tout d'abord, pour préciser que la question du climat scolaire, elle recouvre en partie celle du bien-être à l'école, mais pas totalement. Donc, je propose d'essayer de les définir, mais d'abord rappeler que de longue date, comme je le disais en introduction, le climat scolaire est une notion qui a été travaillée il y a à peu près une centaine d'années déjà,
Perry a été le premier responsable de l'éducation à écrire explicitement sur la façon dont le climat scolaire affecte les élèves et les processus d'apprentissage. La recherche empirique sur le climat scolaire, elle a débuté dans les années 50, lorsque deux chercheurs, Appin et Croft, ont lancé une tradition d'études systématiques sur l'impact du climat scolaire sur l'apprentissage et sur le développement des élèves. Donc, ce type d'enquête a également encouragé la recherche organisationnelle et les études sur l'efficacité des écoles. Les premières études sur le climat scolaire ont eu tendance à se concentrer sur les caractéristiques observables, comme l'état physique ou encore l'équipement des écoles à l'origine. Donc, durant les 40 dernières décennies, les 40 dernières années plutôt, les éducateurs et les chercheurs ont reconnu en fait des ensembles complexes d'éléments qui constituent le climat scolaire. Il n'existe pas actuellement en fait d'inventaire consensuel sur les dimensions essentielles qui façonnent le climat scolaire. J'ai essayé de vous en donner quelques éléments, mais il y a encore des débats scientifiques sur ces questions. Néanmoins, voilà, j'ai déjà proposé quelques définitions sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, quelques mots sur le bien-être, pour reprendre une définition en disant qu'il renvoie à un degré de satisfaction individuelle des élèves et ou des personnels dans les différents aspects de la vie scolaire, que ce soit les activités pédagogiques, les relations amicales, etc. Donc, par conséquent, le bien-être des usagers des écoles et le climat scolaire sont deux concepts qui peuvent parfois se juxtaposer, même s'ils ne sont pas équivalents. Alors, ce dernier concept ne peut pour autant se réduire à la somme des bien-être individuels, en ce sens qu'il est plus complexe. En effet, le climat scolaire, il faut le voir comme une notion qui intègre des dimensions collectives, et notamment la teneur des relations entre les différents acteurs. Donc, c'est la dimension relationnelle que j'ai évoquée juste avant, mais aussi les dimensions pédagogiques, sécuritaires, etc. Bref, toute une série d'indicateurs qui sont pertinents pour définir le climat scolaire. Puisqu'en effet, d'un côté, on ne peut observer que ces manifestations de ce climat scolaire, comme le nombre de faits de violence et d'incivilité, le taux d'absentéisme. On peut aussi regarder du côté des personnels le nombre d'arrêts maladie, le taux de victimes dans un établissement ou sur un territoire, le nombre d'exclusions aussi journalières, pour ajouter aussi par exemple les punitions ou les sanctions, comment elles sont appliquées et comment elles peuvent être vécues. Le tout, ces enquêtes se dirigent se posent sur une période donnée qui est en général d'une année. On interroge les personnes, donc les élèves, sur une année. Alors de l'autre côté, on peut également agréger les opinions des différents usagers des écoles sur un sujet, par exemple le sentiment d'appartenance à la communauté scolaire, mais aussi l'estime de soi, les performances scolaires, bien sûr, et éventuellement comparer d'une école à l'autre ou comparer entre différents territoires. Alors, pour donner une mesure du climat scolaire, il est donc nécessaire de rompre, c'est ce qu'on fait en sociologie, mais plus globalement en sciences et voire en sciences sociales, on essaye de rompre avec les prénotions en passant de concepts aux indicateurs. Mais on sait aussi que même en s'appuyant sur des indicateurs a priori objectifs, les opinions sur un même sujet peuvent fortement différer d'un acteur à l'autre. Donc c'est là que rentre en compte l'analyse scientifique, j'ai envie de dire, qui va permettre en fait d'essayer de comprendre à quoi peuvent être dus ces décalages à partir notamment, souvent on se sert d'une série de facteurs socio-économiques ou socio-démographiques, comme par exemple le profil des enquêtés interrogés, les caractéristiques de l'établissement, le territoire en question, etc. Donc à ces premiers éléments rassemblant la nature du climat scolaire et du bien-être dans les établissements scolaires, s'ajoute nécessairement aussi un regard, on va dire, plus global sur les systèmes éducatifs où les compétences disciplinaires, l'entrée dans les apprentissages, la réussite des élèves, etc., sont aussi des sujets, des objets de discussion qui peuvent prêter à des analyses corrélatives. Je vais y revenir peut-être plus tard dans une présentation des résultats. Donc, après avoir dit tout ça, comment essayer de mesurer le climat scolaire et le bien-être à l'école?
Donc, c'est un peu l'idée de passer des concepts aux indicateurs, hein, dans l'idée qu'on peut difficilement mesurer le climat scolaire de manière spontanée, mais seulement en additionnant un certain nombre de variables. Donc, en effet, il est constitué, ce climat scolaire, d'un ensemble de caractéristiques cachées, on va dire plus ou moins cachées, et qui vont influencer le bien-être collectif et individuel. Donc, afin de mesurer de manière systématique, et étant donné, du coup, par essence, sa multidimensionnalité, on peut retenir au moins 4 grands facteurs d'analyse et en rechercher les corrélations. Donc, souvent, on s'intéresse au taux de victimes et bien sûr donc au taux de victimation. Hein, victimation, bien sûr, ce sont des personnes qui ont subi, qui ont été victimes, voilà, ceux qui sont pas familiers avec ce terme. Mais aussi, on regarde les multivictimations, c'est-à-dire des victimations répétées sur le même individu. On peut regarder deuxièmement les relations entre pairs. On peut regarder troisièmement le climat pédagogique et puis dernièrement le sentiment de sécurité ou le sentiment de bien-être dans un établissement. De plus, on peut aussi chercher à comprendre le climat scolaire en fonction de un certain nombre de variables, à la fois qualitatives et quantitatives. Mais il est tout à fait aussi possible d'étudier l'influence du climat scolaire sur cet ensemble de variables. Donc ça peut aller dans un sens et dans l'autre. Donc, avant de revenir plus particulièrement sur les enquêtes de victimation menées dans les établissements scolaires, il m'a paru nécessaire de discuter rapidement de la genèse de ce type d'enquête, qui sont de les victimes comme une connaissance de la délinquance et des incivilités dans différents espaces de la vie sociale, dont bien sûr l'univers éducatif. Donc, sur la thématique de la sécurité et du bien-être, l'objectif des sciences sociales est de produire des connaissances objectivées. Et cette production scientifique, elle repose sur des méthodes appliquées ou on va dire adaptées de façon à comprendre l'objet d'étude qui nous concerne. Ainsi, le travail ordinaire du sociologue, j'ai envie de dire, est de construire des objets précis afin de mettre en œuvre des méthodes d'enquête qui permettent d'éclairer le fonctionnement de la thématique en question. Donc, pour ce faire, il existe fondamentalement deux grands ensembles de techniques, à la fois les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. Et donc, je voudrais pas revenir en détail, mais assez rapidement sur le développement de cet outil qui est utilisé en sciences sociales. Donc, très rapidement, parce que je veux pas trop m'écarter, mais simplement rappeler que ces enquêtes de victimation sont le fruit d'un héritage qui a commencé sans doute avec la sociologie du crime qui s'est développée aux États-Unis après la Première Guerre mondiale et notamment l'école de Chicago, qui est très connue pour avoir travaillé pour ces sujets, donc notamment en sociologie de la délinquance. Et donc, le programme de Edwin Sutherland, à partir des années 20, est celui qui a encore aujourd'hui une portée heuristique importante sur lequel on peut s'appuyer. Donc, les méthodes qualitatives qui ont été quasi absentes du paysage scientifique américain dans les années 40-50, en raison, bon, je vous passe les détails pour les non spécialistes, mais de la prédominance du fonctionnalisme et la montée en puissance des méthodes quantitatives, elle retrouve du coup sa vigueur à partir des années 60. Et donc cet héritage méthodologique de l'école de Chicago, il va avoir des répercussions en France à partir des années 60-70. Et de nombreuses études vont se développer dans les décennies suivantes sur des sujets assez variés, avec la création de plusieurs centres de recherche sociologique, dont le plus connu aujourd'hui peut-être le centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, le CESDIP, qui est spécialisé sur la délinquance. Et à partir du milieu des années 80, l'État va impulser aussi plusieurs secteurs de recherche sur la délinquance par l'instauration de structures et d'organismes. On a par exemple la création de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou l'Institut national des hautes études sur la sécurité et la justice. Et donc, c'est une période qui est marquée par une forte utilisation des données quantitatives dans un contexte de commande publique en liaison. Je reprends là une phrase de Desrosières, en liaison avec la place grandissante des statistiques dans le débat public. Bon, il faut aussi dire en off que aujourd'hui, on a plutôt plus de mal à mener des enquêtes quantitatives à large échelle parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et donc voilà, cette période est pas terminée, mais bon, est un peu mise à mal. Et du coup, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des enquêtes qualitatives qui sont beaucoup plus économiques, j'ai envie de dire.
Donc, au sein de ce foisonnement de recherche et portant sur la connaissance de la délinquance et du crime, les enquêtes de victimation dont on se sert aujourd'hui, elles vont se mettre en place. Et donc, voilà, elles peuvent être mises à profit, du coup, justement, pour une meilleure connaissance des établissements scolaires sur les questions de victimation, sentiment de bien-être et de climat scolaire. Donc, pourquoi je dis tout ça? C'est parce qu'en France, le débat public, il est alimenté par une source, disons, le débat sur la délinquance est alimenté par une source unique, généralement, qui sont les statistiques de police et de gendarmerie. Au niveau des écoles, on a aussi une source quasi unique, qui est le système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire, hein, ça s'appelle le CIVIS. Je reparlerai un petit peu plus dans ma présentation des résultats. Et à partir de ce constat, en fait, des chercheurs vont mettre en place des enquêtes en population générale, puis petit à petit dans d'autres sphères de la vie sociale, comme les établissements scolaires, pour voilà. Et cet outil va devenir un outil privilégié, disons, de la connaissance de la délinquance et des incivilités. Bon, je passe un petit peu les détails hein, sur l'Amérique et tout ça. Peut-être que c'est moins intéressant. Et donc l'idée générale, c'est vraiment d'inverser la focale. On va se positionner du coup du point de vue des victimes et on va constater rapidement que les victimations signalées par les personnes interrogées sont de loin supérieures à celles qui sont enregistrées, par exemple, par les services de police. Et donc, on rentre un peu dans cette quête du fameux chiffre noir de la délinquance, du coup, qui, aujourd'hui, cet héritage nous sert pour mener des enquêtes dans l'établissement scolaire. Alors, donc l'enquête de victimation, elle devient l'outil principal hein, de peu à peu de mesure de la délinquance, des incivilités. Hein, elle porte en général sur un échantillon représentatif de la population ou d'une communauté scolaire. Du coup, on cherche à jauger un phénomène social hein, qui n'avait traditionnellement été mesuré qu'à travers des données administratives. Je l'ai pas dit là, mais je peux peut-être le signaler maintenant. Par exemple, le logiciel Civis qui permet d'enregistrer les actes de délinquance et d'incivilité dans les établissements scolaires est fortement critiqué parce que, évidemment, en fait, il est simplement le fruit de ce que les personnels des établissements scolaires font remonter à leur administration. Et donc, on a des statistiques vraiment très biaisées parce qu'il y a une énorme partie des victimations, souvent quand elles sont peu graves, vont être tues par les personnes. Bon, je continue sur cette lancée. Justement, il y a ce mouvement peut-être qui est important à signaler, le mouvement hashtag pas de vague, qui est sorti il y a quelques années sur les réseaux sociaux, avec cette idée qu'il fallait rechercher de nouveaux indicateurs, parce que le mouvement hashtag pas de vague montrait justement que ce logiciel, par exemple le Civis, ne permettait pas d'avoir une bonne mesure de ce qui se passait dans les établissements scolaires, bon, pour un tas de raisons que je peux pas forcément résumer très facilement ici, mais une des raisons peut être par exemple que les chefs d'établissement ne faisaient pas remonter toutes les cas de violence ou d'incivilité grave qui avaient pu être constatés pour des effets, par exemple, de réputation, peur de la stigmatisation, mais aussi ça pouvait aussi être le fait de vouloir cacher une partie des faits pour montrer que son établissement fonctionnait bien, dans l'optique, par exemple, d'obtenir un poste meilleur par la suite, etc. Donc, on voit que sur les données administratives, il y a des enjeux vraiment importants et on ne peut pas les considérer comme des données complètement fiables, même si elles nous donnent quand même un certain nombre d'indications. Bon, je passe un petit peu en détail. Excusez-moi, j'avais mis trop de choses qui... Voilà, finalement, simplement pour dire ces enquêtes de victimation, après s'être développées en population générale, elles vont se développer dans des contextes plus particuliers. On peut notamment noter l'Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux qui a été mis en place vers 2012, dans mon souvenir, quelque chose comme ça. Voilà, qui a une durée de vie d'une dizaine d'années et qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Mais voilà, tout ça sont des appuis de résultats sur lesquels on peut piocher ou s'appuyer pour les enquêtes de climat scolaire. Alors,
les résultats issus des enquêtes de victimation proposent la lecture d'un certain nombre de données, dont les plus courants sont la prévalence et l'incidence. Donc peut-être juste préciser que la prévalence et la définition de la prévalence, c'est la proportion de personnes atteintes au moins une fois par un type de victimation au cours d'une période de référence, qui est en général une année, comme je disais tout à l'heure. Et l'incidence, elle mesure quant à elle le volume de victimation subi dans la population. Donc de manière générale, ces enquêtes, elles se concentrent sur les atteintes visibles aux biens et aux personnes, donc comme les agressions, les vols, les dégradations, les discriminations, coups et blessures, etc. Et le projet de l'Observatoire caribéen du climat scolaire, il a justement pour but de permettre des comparaisons entre territoires et d'autres sources disponibles conçues comme un moyen finalement de s'assurer des correspondances ou des divergences éventuellement éventuellement de faire apparaître certaines tendances. Et je reprends cette phrase qui je pense est très parlante. En bref, un film en dit plus long qu'une photographie, avec cette idée de pouvoir chaque année, j'espère, pouvoir mettre en place ce type d'enquête et essayer de voir s'il y a des évolutions, si on reste sur des données similaires. Donc, dans le cadre de l'observatoire, j'ai essayé de circonscrire un peu les données disponibles sur les écoles, les collèges et les lycées, en essayant un peu de me concentrer aussi sur la Caraïbe. Mais voilà, vous l'avez à l'écran, un vide scientifique sur la Caraïbe, même s'il y a quand même quelques petites choses, mais voilà. Euh, donc peut-être signaler que plusieurs grandes enquêtes nationales et internationales sont disponibles et peuvent servir de référence pour l'observatoire. On a par exemple la DEP qui a déjà réfléchi sur les questions de bien-être et de climat scolaire. Vous avez des références à l'écran. Durant les années 90, la DEP, elle mène justement des enquêtes sur la vie scolaire et la vie en société, ainsi que sur les méthodes de travail. Un peu plus tard, la recherche elle va s'orienter vers des phénomènes de violence à l'école, qui sont représentés par les enquêtes Civis, par exemple, et les enquêtes de victimation, où le climat scolaire, du coup, est questionné. Par la suite, les enquêtes menées dans le cadre du PISA, le programme international pour le suivi et les acquis des élèves, assez connu, et puis aussi le Teaching and Learning International Survey, le TALIS, qui, à travers des panels d'étudiants à l'échelle d'élèves, pardon, à l'échelle nationale, inclut des questions sur le bien-être et sur la qualité de vie des élèves à l'école. Donc en 2012, on a aussi une enquête importante sous l'impulsion de la DEP et du Défenseur des droits dans un projet qui est intitulé Égalité des chances à l'école. Et l'axe principal de cette enquête est le bien-être. Donc la qualité de vie des enseignants, elle a aussi été étudiée par la MGEN, en montrant notamment une différence de perception entre entre les personnes issues du secteur public et du secteur privé. Bon, voilà. Donc voilà, on constate finalement qu'il y a très peu de données à l'échelle de la Caraïbe. C'est un peu ça la conclusion de ce diapo. Donc, très peu de données, mais on a quand même des observatoires sur lesquels s'appuyer, comme l'Observatoire international de la violence à l'école, qui est créé en 98 à l'initiative de Éric de Barbieux et de Catherine Blaya, qui sont des auteurs importants sur ces questions-là. On a aussi des données recueillies par l'Observatoire européen de la violence à l'école, qui comprennent plusieurs enseignements sur lesquels l'Observatoire va pouvoir s'appuyer. Et ensuite, on a bien sûr les données du National School Climate Center. On a aussi quelques informations importantes qui ressortent des études de délinquance auto-reportée. Donc là, on inverse encore la focale et on demande aux élèves s'ils ont déjà eux-mêmes été auteurs d'un fait de violence ou d'incivilité dans leur école. Et puis pour conclure, on a finalement une absence quasi totale de données disponibles à l'échelle régionale. Et donc, voilà, à partir de ce constat, l'Observatoire essaye de tout mettre en place l'Observatoire caribéen du climat scolaire essaye de tout mettre en place pour tenter de donner des éléments de discussion sur les questions de climat scolaire, notamment dans le secondaire.
Et voilà. Voilà, en gros, présentation de l'observatoire. Je sais pas si vous voulez faire une petite pause, si je passe directement au résultat de l'autre enquête. Ça sera peut-être plus dynamique. C'est pas toujours facile de présenter un projet de recherche. Là, cette fois, non. Ça passe pour toi, Olivier, Pierre-Olivier, non? Tu m'entends? Non. J'entends très bien. Je ne m'entends pas. Bien. Moi, j'entends. Oui, là, tu m'entends. J'entends très bien. C'est bien. L'homme est plus fort que la technique, c'est clair. Bon. Alors, ok. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation très instructive et intéressante de l'Observatoire caribéen du travail scolaire, du climat scolaire et du travail qu'il réalise. Donc, dans la salle, nous avons quand même... oui. Ah bon, d'accord. Ok. Dans la salle, nous avons des personnes intéressées par les questions scolaires, c'est certain. Et donc, qui n'hésiteront pas à t'interpeller pour qu'on essaye de voir un petit peu, approfondir les choses et de voir des pistes de développement pour nos travaux. Ça marche. Est-ce que vous voulez Alors, par contre, poser quelques en intervenant, je vais vous demander si vous pouvez vous rapprocher du micro, là, puisque le micro baladeur, là, Excuse-moi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour ma gouverne personnelle, juste une question. Je ne connais pas le terme school shooting. Vous avez parlé du harcèlement entre pairs. Oui, je peux vous répondre. Du coup, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et puis, j'aurai une autre remarque tout à l'heure, après mes collègues. Ok. Merci. Le terme school shooting, c'est un terme qui est utilisé notamment aux États-Unis. Heureusement, on ne le connaît pas trop en France. C'est pas plus mal. C'est-à-dire, c'est les tueries dans les établissements scolaires. Certaines enquêtes ont montré, que ça pouvait être une des conséquences extrêmes, notamment du harcèlement entre pairs, qui pouvait conduire justement à c'est des profils en fait qu'on retrouve souvent dans les auteurs de tueries de masse. Donc tueries de masse qui est utilisée aux États-Unis, c'est à partir, je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à partir de 5 personnes tuées par le même auteur. Et donc voilà, c'est simplement parce qu'il y a un lien qui avait pu être établi entre les auteurs de harcèlement et le school shooting. Toujours sur cette même question, j'y avais un petit peu pensé, mais je voulais avoir votre réponse personnelle. Que pensez-vous de l'implantation, si je puis dire, d'une forme de policier ou de surveillance à l'entrée des collèges et des lycées, parce que malgré tout ce qu'on aurait pu mettre en place, il y a quand même des actes pas seulement d'incivilité, mais d'agression à l'intérieur des collèges et des lycées. Je ne sais pas si vous êtes au courant de certains faits, mais en ce moment, nous vivons quelque chose de un petit peu très difficile en Martinique. Voilà, je n'en dirai pas plus puisque c'est une affaire qui est en cours, mais que faire face à ces genres d'agressions, ces genres de difficultés pour les deux parties? Alors, vous avez parlé aussi beaucoup de la victimation et moi je penche surtout vers la victime. Merci beaucoup. Alors,
je vais pas forcément avoir un argument d'autorité, mais pour avoir déjà un peu réfléchi à ces questions, effectivement, de toute façon, une présence d'adultes dans l'établissement, c'est un élément pour moi assez essentiel de maintien d'un bon climat scolaire et donc essayer d'empêcher un certain nombre de victimations qui peuvent avoir lieu. Euh, Après, je pense que les violences, elles sont beaucoup dues à des facteurs socio-économiques. Et donc, en cela, mettre une présence policière ne peut pas régler non plus tous les problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Ça peut peut-être aider pour un temps, mais je pense que c'est plutôt essayer de construire des meilleures relations entre élèves et personnel, essayer d'augmenter l'envie de venir à l'école, essayer d'améliorer le sentiment d'appartenance à la communauté, inclure aussi les parents, bien sûr, dans tous ces débats, qui sont des acteurs aussi importants. Hein. L'élève passe pas mal de temps dans sa famille, en dehors de l'école. Et donc voilà, je ne sais pas trop quoi penser. Je pense que c'est un élément à prendre en compte, mais on le voit par exemple dans certains contextes où on a mis en place des choses plus des personnels de l'ordre de la police, de la sécurité, voire armés dans les écoles, ça n'a pas non plus réduit considérablement ce qui s'y passait, sachant qu'une partie on voit dans l'enquête que je vais peut-être avoir le temps de présenter après, mais une partie des victimations qui sont vécues par les élèves elles ont souvent lieu de manière discrète, c'est-à-dire quand aucun personnel n'est présent. Et donc, voilà, je pense que cette présence policière ou présence de sécurité est à relativiser dans son efficacité, je pense. C'est bon? Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Merci pour votre intervention. La semaine dernière, j'ai été interpellée parce que je suis éducatrice. J'ai été interpellée à la bibliothèque par une enseignante qui enseigne en Guadeloupe et qui était venue justement chercher comment faire parce qu'elle a son fils à l'école en Guadeloupe qui est victime d'harcèlement. Donc, elle n'a pas trouvé les personnes, je dirais, nécessaires pour pouvoir répondre à sa demande, sachant qu'elle est enseignante, son mari est dans la gendarmerie ou la police et qu'elle a un fils qui se fait harceler. Donc, elle est venue à moi pour expliquer sa cause. Et en fait, la question que j'aurais à vous poser, ne serait-il pas intéressant de construire une cellule de crise au niveau... alors, je l'ai orientée vers un responsable, puisque j'ai été présidente du comité de parents d'élèves à la Martinique dans une zone d'éducation prioritaire pendant des années. Donc, j'ai interpellé un collègue, puisque je ne suis plus présidente aujourd'hui. J'ai passé le relais et le collègue, justement, m'a orienté pour pouvoir l'aider. Ne serait-il pas possible de construire une cellule de crise pour répondre à des besoins urgents, sachant qu'elle me dit aujourd'hui que son fils ne veut plus aller à l'école et qu'il est en 5e et qu'il est entré dans une phase de dépression. Alors, étant donné que vous êtes dans l'observation du climat scolaire caraïbéen, plutôt que d'interpeller un numéro vert, ne serait-il pas possible de mettre en place une cellule de crise pour réagir face à des difficultés ponctuelles? Merci. Merci beaucoup pour votre question. J'allais intervenir, mais après. Bonjour. Donc, tout d'abord, allez-y, si vous voulez poser notre question. Je réponds? Ok. C'est assez rapide. C'est vrai que c'est une situation assez désolante. Malgré tout, on voit qu'elle se produit. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que dans l'enquête qu'on a fait en Martinique, on est autour de 10% des élèves qui se disent harcelés à l'école. Donc, c'est loin d'être un cas isolé. C'est une question importante.
Effectivement, il faut mettre en place des dispositifs. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, hein. Mettre en place des dispositifs, mais aussi essayer de mettre des dispositifs en place à l'échelle locale. Je pense qu'un numéro vert est pas forcément la meilleure chose. Je pense qu'on a besoin aussi d'interlocuteurs locaux qui comprennent aussi le contexte. Je ne sais pas si ce numéro vert est national ou à l'échelle de la Martinique, mais en tout cas, il faut des relais locaux et des acteurs, actrices en face à face, je pense aussi. Mais je pense qu'un des points un peu noirs de tout ça, c'est le fait que tous les dispositifs en fait de signalement ou de recours pour les personnes qui sont victimes sont assez opaques. On a du mal à s'en saisir et donc je pense que là il y a un enjeu, il y a vraiment une carte à jouer du côté de l'amélioration de la visibilité de ces dispositifs, de la simplification des procédures de de révélation, de dénonciation d'actes qu'on a pu subir. Donc en résumé, ça, je pense qu'il faut faire quelque chose à l'échelle locale, mais aussi clarifier les dispositifs j'appellerais de recours, de dénonciation. Voilà. C'est bon, non, c'est bon. Allez. Je peux? Bon, alors, je me présente, Denis Sainte-Rose, ancien secrétaire général de la Fédération de parents d'élèves, mais effectivement coordinateur de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. D'accord. Et c'est vrai que depuis la rentrée, effectivement, nous sommes interpellés sur la problématique de harcèlement sexuel et scolaire, parce que ça se mélange aussi. Mais hier encore, nous étions avec le SAPA sur les problématiques d'addiction. Et moi, j'ai hâte de voir un petit peu le retour de l'enquête parce que nous nous positionnons, même si le cadre européen et français nous positionne sur des 16 ans, mais par exemple sur ce bassin, nous faisons déjà un travail sur l'élémentaire, collège et élémentaire. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus qu'il y a un travail à faire au niveau des familles. Nous, au niveau MLDS, nous n'avons pas trop la main, même si nous sommes une académie plus ou moins pourvue par rapport à d'autres académies comme Marseille et autres. Mais cependant, la question de maillage entre les différents partenaires et permettrait effectivement de réduire ce type de temps et de situation, même si effectivement il y a de belles affiches dans les établissements, mais souvent le temps de compréhension de la situation, le temps, je vais dire, je sais pas, je suis pas spécialiste, mais le temps d'acceptation de la situation par l'autorité, quelquefois fait la victime passer vraiment, là on se rend compte que c'est la victime qui doit trouver une solution. Alors que l'acteur, il va continuer à évoluer tranquillement. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formations, mais quelquefois la réactivité, comme vous l'avez énoncé dans vos propos, certaines équipes pédagogiques ou certains chefs d'établissement préfèrent un petit peu endormir la situation. Nous avons même des parents quelquefois qui demandent à l'enfant d'être dans une posture d'acceptation. Laisse passer et puis ça ira. Et après on se retrouve dans des situations de suicide, de dépression et de phobie scolaire. Donc il y a tous ces éléments-là. Et puis donc j'ai hâte de voir le retour de l'enquête. Et puis de là, je vais poser encore d'autres questions. Je termine en disant je suis aussi animateur Club UNESCO. Voilà. Ok. Merci beaucoup. T'entends pas, Charles. D'accord. Pierre-Olivier, veux-tu ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est un bon point de départ pour aller vers les résultats. Donc, excusez-moi, je ne sais pas. Ça arrive, désolé. Ok. D'accord. On a un petit souci là, voilà. Donc. Ah, d'accord. Le climat scolaire aux Antilles, une enquête de victimation auprès des collégiens de la Martinique. Donc, tu nous as partagé ton écran. Ok. Ouais. Faut que tu coupes ton micro parce qu'il y a un écho assez important. Ok, donc je vais essayer d'être pas très long, mais ça peut être plus intéressant de garder un petit peu de temps pour la discussion. Donc, une enquête qui a été menée en 2021. Je passe l'introduction qui reprend un peu ce que j'ai dit juste avant, histoire de gagner un petit peu de temps. Je pense que ça va faire répétition sinon. Et donc, rapidement, la méthodologie. Donc, une enquête qui a été diffusée en juin 2021 avec cette idée
de pouvoir investiguer les élèves après une année, donc à la fin de l'année scolaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les enquêtes se déroulent en général sur une période d'1 an, hein, avec cette question, par exemple, au cours de l'année scolaire qui vient de se dérouler, ce qui vous est arrivé, ce type de choses. Voilà, on pose plusieurs questions, vous allez le voir après dans les tableaux. Donc, à peu près 2,4, ça correspond à peu près 2,4% de la population générale des collégiens de Lille dans le public. C'est là notre population mère. Donc, on a recueilli, attendez, voilà, excusez-moi. On a recueilli, avec un collègue, 300, je dis pas de bêtises, 368 questionnaires. Un a dû être éliminé, il n'était pas exploitable, il était très mal rempli. Voilà, alors l'enquête, elle s'est basée sur le questionnaire, dans cette idée de comparaison au niveau national. On s'est basé sur l'enquête qui avait été élaborée par Éric Debarbieu et Laetitia Évrard. Donc, c'est les questionnaires victimation et bien-être à l'école. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver, je pense, en ligne. Donc, 80 questions, donc un questionnaire quand même assez long, avec un certain nombre d'informations qui étaient demandées. Notamment une première section, hein, sur ce qu'on appelle les variables sociodémographiques, donc le sexe, la classe. On avait aussi demandé l'âge, mais finalement on s'est référé à la classe parce qu'il y avait très peu ça variait très peu en fait entre la classe et l'âge. On a une grande section qui s'intéressait à l'expérience scolaire en termes d'apprentissage, d'attitude en classe, les rapports aux études, le redoublement, la notation, le futur métier envisagé. Alors une deuxième section qui était consacrée à la perception du climat scolaire, donc notamment avec divers indicateurs, hein, comme la qualité du bâti, la relation entre les pairs, hein, comment il l'a jugé, la relation avec le personnel éducatif, l'ambiance générale, le sentiment de sécurité ou de bien-être à divers endroits, etc. Bon, je passe un peu les détails, ça je vais venir dans les résultats. Et une troisième section qui se concentrait sur l'expérience victimaire, hein, donc à la fois des victimes mais aussi des témoins, parce qu'on s'est rendu compte que c'était assez intéressant d'aller voir du côté des témoins, hein, avec cette idée de avez-vous au cours de l'année scolaire été témoin de telle ou telle chose. On faisait diverses propositions. Voilà, donc on s'est intéressé pas mal aux micro-violences, hein, parce que c'est souvent ça qui ressort, hein, on les appelle micro, ça veut pas dire qu'elles sont pas importantes, mais voilà, c'est des micro-violences de l'ordre de la discrimination sexiste, raciste, la discrimination liée au genre, le harcèlement, la cyberviolence, les vols par exemple ou les dégradations. Et puis on a interrogé aussi d'autres types de victimation plus, je sais pas si on pourrait dire plus graves, mais d'autres formes de discrimination plutôt, comme les agressions physiques ou le racket par exemple. Et puis une dernière section était envisagée pour pour essayer de connaître en fait les suites données. Est-ce qu'il y a eu un signalement? Est-ce que les faits ont été révélés à un adulte d'établissement? Est-ce qu'il y a eu éventuellement une plainte, par exemple? Donc voilà pour la structure, disons, du questionnaire en 5 grandes parties. Donc comme je disais, 367 questionnaires exploitables avec 169 filles et 198 garçons, donc un peu plus de garçons, ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que souvent dans les enquêtes par questionnaire, les femmes et les filles répondent mieux, enfin répondent plus souvent. Donc voilà, vous avez une répartition globale. Simplement, on s'en moque un peu des chiffres, peut-être. C'est simplement se dire qu'on a la dernière colonne là, sur l'écart, c'est de mesurer un peu est-ce qu'il y a un écart assez important en fait entre notre échantillon des 367 élèves et combien de personnes, pardon. Et voilà, est-ce qu'il y a une différence entre la population générale, donc tous les collégiens du public en Martinique, et notre échantillon. Donc on voit qu'on a un écart qui est relativement faible et qui peut du coup nous permettre de discuter un peu plus les données. Donc je reviens à ce qui nous intéresse plus particulièrement, je pense, sur nos résultats. Donc premièrement, conformément aux résultats obtenus dans d'autres enquêtes, j'en ai mis une par exemple là de Hubert en 2015, l'analyse des données que nous avons recueillies dans le cadre de cette étude, elle montre que la majorité des collégiens se sent bien dans son établissement. Donc ça c'est déjà
un bon point, heureusement. Et en revanche, la qualité de la vie scolaire, et plus spécifiquement les relations interpersonnelles et les pratiques de justice scolaire, notamment les sanctions et les punitions, elles sont jugées plus négativement avec des taux qui sont d'ailleurs plus élevés par rapport à ceux obtenus au niveau national. De plus, on a 31% des participants à cette enquête qui considèrent qu'il y a beaucoup de violence dans son établissement. Donc, une personne, c'est-à-dire un élève sur 3 considère qu'il y a beaucoup de violence dans son établissement. Alors, la plupart des élèves interrogés affirment, comme je le disais, se sentir bien, se sentir en sécurité dans son collège. Les garçons sont proportionnellement un peu plus nombreux à se dire en parfaite sécurité. Quand on compare les résultats des filles, on est 40 contre 30%. Et confirme aussi une tendance qui est révélée dans d'autres enquêtes dans des établissements scolaires en population et en population générale en France. On a seulement un peu plus de 2% de l'ensemble qui se dit pas du tout en sécurité, avec une plus forte prévalence des garçons par rapport aux filles. Donc les garçons, s'ils se sentent plus souvent en sécurité globalement, ils sont aussi plus souvent que les filles en insécurité. Je pourrais le dire comme là, ils sont plus nombreux à se dire pas du tout en sécurité. Je vais essayer d'être clair, mais c'est pas toujours facile de présenter des résultats chiffrés en conférence. Je vais faire de mon mieux. Alors parmi les inscrits aussi en sixième, tout sexe confondu, on a 42% qui affirment se sentir totalement bien, contre seulement 26% des inscrits en cinquième. Donc on voit que la classe de sixième obtient des résultats différents de la classe de cinquième. Donc effectivement, les élèves qui se sentent le moins en sécurité, ils appartiennent aux classes de cinquième et de troisième. Et là, on n'a pas de corrélation statistique entre l'âge et le sentiment de sécurité. Donc l'âge n'est pas un facteur qui influe a priori. Alors le stress ressenti est une composante du climat scolaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ainsi, nos résultats montrent que la part des élèves qui se disent peu ou pas stressés par le travail scolaire ne dépasse pas 46,35%. Donc les 53% restants se déclarent assez et très stressés. Donc finalement, on a des résultats qui montrent des élèves assez stressés en rapport à leur travail scolaire. Dans le détail, on voit que c'est souvent les filles qui sont plus sujettes à ce stress que les garçons. Les classes de troisième aussi, elles montrent des plus forts niveaux de stress scolaire. Donc là, une hypothèse, c'est sans doute le brevet national des collèges en fin d'année. Ça peut être une hypothèse qui augmente ce stress. Mais bon, vous pourrez me dire, il y a peut-être d'autres idées auxquelles j'ai pas pensé. On s'aperçoit aussi que plus l'âge augmente et plus les élèves ont tendance à être stressés en raison de leur scolarité. Par exemple, si les élèves de sixième sont en moyenne 54%, à se dire peu ou pas stressés, ce taux va chuter à 30% pour les élèves de troisième. Alors, concernant la perception de la violence, si on a 21% qui la jugent absente de leur collège, ils sont tout de même près d'un tiers à considérer le collège assez, voire très violent, sans différence d'un sexe à l'autre. Donc les filles ou garçons, sont plutôt les inscrits en cinquième, qui englobent les visions les plus négatives sur leur espace scolaire, respectivement 43 et 41%. Filles ou garçons affirment que leur établissement est assez ou très violent. Donc ce sont quand même des chiffres assez préoccupants sur la vision que les élèves ont de leur établissement. Alors, on a aussi essayé de sonder les enquêtés sur les propositions de produits illicites dans l'établissement, en tant que révélateur de l'ambiance générale du collège. Voilà, est-ce qu'on vous propose souvent un produit illicite, donc un peu sous-entendu drogue, plutôt cannabis ou herbe. Incontestablement dans ce domaine, l'âge est un facteur complètement déterminant. En effet, ce type de proposition touche respectivement 15% et 18%, 15% des filles et 18% des garçons, donc qui se sont vus proposer un produit illicite au cours de l'année, donc pour les classes de troisième, alors que le même phénomène est seulement déclaré par 2 et 7% de leurs homologues de niveau sixième. Donc en fait, plus on augmente dans l'âge, plus on a de chances de se voir proposer des produits illicites, ce qui est assez évident aussi selon moi.
Au sein de l'échantillon, les filles aussi sont moins sujettes à des propositions de produits illicites que les garçons. On voit que les chiffres doublent quasiment l'un à l'autre, passe de 7% à 13%. Alors, quelques mots sur l'ambiance entre élèves voilà. Voilà, d'abord l'ambiance entre élèves, puis on va regarder les relations avec les enseignants après. Globalement, la part des élèves qui se sentent tout à fait bien, on est à 30%, ou qui se disent bien 45% dans sa relation avec les pairs. Et on a seulement 6,27% qui disent ne pas se sentir bien du tout dans leur établissement. Là, on n'a pas non plus de différence entre les sexes. Les garçons, ils affirment un peu plus souvent que les filles ne pas se sentir bien avec leurs camarades. Les données recueillies aussi accusent un décalage important avec l'enquête nationale qui s'était déroulée, une grande enquête nationale avec ces mêmes questionnaires en 2011. On a un écart de à peu près moins 10 points, un peu plus de moins 10 points, où environ 86% des élèves qualifiaient les relations entre pairs tout à fait bonnes. Donc, si on compare le national au niveau local, on voit que les élèves se sentent beaucoup moins souvent bien dans leur établissement en Martinique par rapport à l'Hexagone. Alors, les taux aussi décroissent, hein, donc même s'ils sont quand même assez nombreux à se sentir bien, ils décroissent lorsqu'il s'agit de juger la relation que les élèves entretiennent avec leurs enseignants. On a à peine 16% des répondants qui les qualifient de très bonnes, 60% quasiment qui les classent comme bonnes. Donc globalement, 76% les classent bonnes ou très bonnes. Pas non plus de différence entre les sexes, mais néanmoins, on a près d'un quart des enquêtés, 25% quasiment, qui pensent que la relation entre élèves et enseignants sont plutôt mauvaises, voire très mauvaises. Donc un quart des élèves qui ont ce sentiment, c'est aussi un chiffre peut-être à souligner. Donc ainsi, on compte seulement 7 élèves martiniquais sur 10 qui se disent satisfaits des relations apprenants-enseignants, quand ils sont plutôt proches de 9 sur 10 dans l'Hexagone. Donc on peut aussi noter que du point de vue des élèves, le corps enseignant, il n'est pas perçu comme investi envers les élèves par la totalité des apprenants. Donc on a sondé les élèves sur pensez-vous que le corps enseignant s'intéresse, s'investit pour le bien-être, pour la qualité de vie des élèves dans l'école. Et on voit que dans des proportions assez équivalentes, filles ou garçons les disent d'un côté peu ou pas intéressés aux élèves. Donc on a quasiment 45% qui pensent que le corps enseignant est peu ou pas investi, quand de l'autre, une part des enquêtés pense qu'ils s'intéressent soit très, soit moyennement. Donc l'autre moitié, à peu près un peu plus de 50%, pense que les enseignants sont quand même moyennement ou très présents. Ici encore, on n'a pas de variable, on n'a pas de variation, pas d'influence du sexe. Alors, on a près d'un tiers des élèves qui jugent les notes reçues entre injuste et très injuste, donc un taux plus bas qu'au niveau national. Filles ou garçons, les inscrits en 6e ont une meilleure perception aussi de la notation. On a l'impression que plus l'âge augmente et plus la perception de la notation se modifie. À ce sujet, hein, les inscrits en 6e sont un peu plus nombreux que les autres niveaux à qualifier les notes de justes. Donc, à titre de comparaison, les inscrits en 3e sont 54% à qualifier les notes de justes. Donc, si on le dit autrement, plus on augmente dans la scolarité, plus on évolue dans la scolarité, plus on a tendance à considérer les notes peu justes. Mais si on regarde précisément, on voit que c'est les élèves de 4e ou de 3e qui jugent la notation le plus durement. J'espère que je suis assez clair. Alors, concernant aussi la perception des punitions et des sanctions, le premier constat est que les filles sont plus souvent punies que les garçons, quel que soit le niveau scolaire. On a seulement 32% des élèves martiniquais qui n'ont jamais reçu de punition au cours de l'année. Donc, c'est un chiffre aussi assez important. Ils sont 36%, 13% et 17% à avoir reçu une punition soit une fois, soit 2 fois, soit 3 fois au cours de l'année. On peut aussi noter que si les garçons sont dans l'ensemble moins souvent punis,
ils sont plus nombreux que les filles à être punis plusieurs fois. Donc en fait, les filles sont plus souvent punies à hauteur d'une fois et les garçons, ben, sont moins punis, sont montrent des taux de personnes punies plusieurs fois plus importants. Sans conteste, sont les inscrits aussi en 5e et en 4e qui rassemblent les élèves les plus punis. Donc peut-être à mettre en lien avec leur perception de la non-justice ou l'injustice par rapport aux notes, par exemple. Donc voilà, après avoir brossé un petit peu le tableau de la perception qu'ils avaient de leur environnement scolaire, des relations comment qu'ils entretenaient avec leurs pairs et avec leurs enseignants et les personnels, j'en viens un peu à l'étude des victimations. Et dans cette section, je vous propose quatre choses. Tout d'abord, de regarder les victimations qui ont lieu en direct et en présentiel, donc qui touchent les personnes directement, en face à face. Les victimations par le biais de supports numériques. Donc là, on va questionner un petit peu le harcèlement sur les réseaux sociaux, par téléphone, éventuellement par mail, bien que ça se passe souvent sur les réseaux. Puis un focus sur les discriminations, parce qu'elles ont été massivement reportées par les élèves. Et enfin, un petit focus sur les témoins de victimation et l'attitude qu'ont pu avoir les victimes. Voilà, qu'ont-elles fait à la suite de leur expérience vécue, de leur expérience victimaire vécue. Alors, un tableau avec plein de chiffres. Désolé, c'est peut-être pas le plus facile à voir pour vous. Vous pourrez le regarder plus amplement peut-être plus tard. Donc, il faut entendre la victimation ici comme le fait d'avoir subi une atteinte, qu'elle soit matérielle, corporelle ou psychique au cours d'une année scolaire. Donc, on a essayé de tenter un peu de les hiérarchiser là j'ai essayé de les hiérarchiser un peu dans mon discours. Donc, c'est bien le tableau que vous avez sous vos yeux. Voilà, si on mesure si on additionne les pourcentages, on tombe sur des taux qui peuvent être supérieurs à 100% parce que des élèves peuvent être victimes de plusieurs choses au cours de la même année. Donc le premier rang, il est occupé par les victimes de coups dans le collège, donc on en parlait tout à l'heure, ou sur le chemin pour s'y rendre, parce que l'enquête interroge aussi les choses que les élèves ont pu subir sur le chemin ou dans le quartier autour de l'établissement, ce qui donne aussi un peu une vision de comment disons le cadre socio-spatial dans lequel évolue l'établissement. Donc il peut s'agir de choses pas très graves d'une certaine manière, de chamaillerie, mais aussi de coups plus prononcés, hein. Une atteinte qu'on peut qualifier d'assez courante parce qu'on note que 25% des garçons et 15% des filles l'ont reporté. Donc c'est un taux qui est proche, voire identique à celui mesuré en France hexagonale pour les garçons, mais il est un petit peu plus élevé du côté des filles en Martinique. Donc les filles martiniquaises, pour le dire autrement, subissent un peu plus de coups ou de chamaillerie un peu intense que comparé aux filles en hexagone. De manière générale, on voit aussi que plus l'âge augmente et plus le nombre de victimes de coups diminue. Donc les victimes de coups ont l'air de se focaliser sur les plus jeunes. Alors ensuite, les élèves ils font face, donc je prends le deuxième rang, font face à des insultes, notamment à caractère sexiste ou homophobe, 17% de l'échantillon. Les filles sont plus exposées que les garçons, notamment par rapport à des attitudes sexistes, avec des taux qui sont supérieurs à ceux obtenus dans l'enquête nationale, hein, où dans l'enquête nationale, on avait 6% de filles et 5% de garçons. Ici, on a 17%, donc 17 contre 6 et 21 contre 5. Donc, par rapport aux insultes à caractère sexiste, homophobe, on voit qu'elles sont beaucoup plus intenses, a priori, en Martinique. Donc, les victimes se plaignent également, dans un troisième volet, de vol d'effets personnels. 14% des élèves ont reporté ça, contre 21 en France. Donc, on a aussi des vols d'effets personnels qui sont un peu moins importants en Martinique qu'en France. Donc là, j'ai pas émis spécialement d'hypothèse, mais peut-être le fait qu'on est dans des communautés un peu plus réduites, peut-être des établissements où il y a un nombre d'élèves un peu moins important, quoique ça dépend où, mais voilà. Ou encore de raquettes. Donc les élèves sont aussi victimes de raquettes à hauteur de 15% dans l'établissement.
Donc ce chiffre est supérieur aussi à celui recueilli dans l'enquête nationale où les élèves se disaient rackettés à hauteur de 5%. Donc on a 15 en Martinique, 5 en Hexagone. On a aussi des victimes de voyeurisme dans les toilettes ou vestiaires, 13% des élèves s'en disent victimes, dans des proportions similaires de menaces qui sont proférées à leur encontre, soit dans le collège, soit sur le chemin pour s'y rendre. Ça, c'est le rang suivant. On a aussi une victimation qui touche davantage les garçons que les filles. Les filles sont à 16% contre 9% des garçons. Puis on a le harcèlement dont on parlait tout à l'heure, qui touche 12%, je disais 10, voilà, c'est 12% des victimes avec une proportion plus importante de garçons que de filles, un petit peu plus importante. On a 13% des garçons contre 11% des filles qui s'en disent victimes. Et c'est notamment les élèves inscrits en 6e et en 5e qui ont les taux les plus élevés sur le harcèlement. À titre de comparaison, le taux de personnes harcelées à l'échelle nationale est de 4% pour les filles, 8% pour les garçons. Et là, on a des taux un peu supérieurs, 13 et 11. Enfin, viennent les victimes d'insultes à caractère raciste, 8%, ou liées à la religion, 5,72%, avec des taux qui sont finalement assez proches de ceux qui ont été recueillis dans l'enquête nationale, quoique un tout petit peu supérieurs aux Antilles, mais rien de flagrant. Voilà, je passe ce tableau. J'espère que vous avez le temps d'en prendre connaissance. Alors, quelques mots sur les nouvelles technologies de l'information, parce que à ce titre, elles sont des modes de diffusion de la violence, notamment psychologique. Alors, les victimes de cyberharcèlement par SMS ou MMS ou plus généralement sur les réseaux sociaux représentent à peu près 6% de l'échantillon, contre 9% à l'échelle nationale. Donc là, la Martinique a des meilleurs résultats. Dans 7% des cas, il s'agit de garçons et dans 4% des cas de filles. Donc c'est plutôt les garçons qui vivent ce type de violence psychologique sur les réseaux. Enfin, c'est un peu plus les garçons que les filles, mais les deux sexes le vivent. Assez logiquement, c'est la possession d'un téléphone portable qui va être le média pour diffuser ce type de violence psychologique. Et donc on a surtout des élèves plus on augmente dans l'âge, plus les élèves s'en disent victimes. Assez logiquement, finalement. Alors, comme je disais, je vais faire un tout petit focus sur les discriminations. Donc, parmi les élèves victimes, attendez une seconde. Donc, on a repéré en fait quelques-uns des critères. Déjà, c'est important peut-être de le dire, quelques-uns des critères qui sont reconnus par le droit français. Si je dis pas de bêtises, ils sont aujourd'hui au nombre de 26, les critères de discrimination. Donc, on n'a pas pu tous les sonder, mais on a sondé une partie. Et pourquoi on a fait ce focus? Parce que 64% des personnes se disant victimes sont victimes de discrimination. Donc, c'est un taux vraiment important. Donc là, je parle parmi les victimes, 64% se disent sujets à des discriminations. Les garçons sont davantage sujets à des discriminations que les filles, 68% contre 60%. Les deux premiers motifs invoqués sont la capacité physique ou intellectuelle. Là, on peut penser que c'est des moqueries liées à bon élève ou mauvais élève. Ensuite viennent la discrimination liée à l'âge, à hauteur de 13%, presque 14%, qui touche plutôt les inscrits en 6e, assez logiquement. Donc des moqueries liées, des discriminations vécues comme telles, qui sont liées au fait d'être le plus jeune, à arriver dans l'établissement, sans doute. Le troisième motif concerne la couleur de peau, l'origine ethnique ou encore la religion. Il y a 12,53% des élèves qui s'en disent victimes. Donc il s'agit d'une discrimination qui touche davantage les garçons que les filles. Il y a là encore un écart de un peu plus de 3 points par rapport à l'ensemble des élèves français de collège, donc au niveau national. Viennent ensuite les discriminations liées aux moyens financiers, 7%, puis à l'orientation sexuelle ou le genre, 2% à peu près. Donc cette dernière victimation se dirige principalement vers les filles, comme je disais, 4% contre 1% des garçons. Et en effet, on a à peu près 8% des élèves interrogés qui se plaignent de victimation répétée dans l'établissement,
et c'est plus souvent des garçons que des filles. On a 11% des garçons et 4% des filles. Alors, les problématiques du sexisme et de l'homophobie aux Antilles, elles ont été pointées par plusieurs auteurs et autrices, dont notamment une enfin, notamment Nadia Chonville, et puis j'ai oublié son prénom, mais Cordien. Il convient donc de réaliser, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait réaliser un focus sur les insultes à caractère sexiste et homophobe afin d'apprécier les prévalences en fonction du niveau d'étude et éventuellement de la répétition des faits sur la même personne. Donc tout d'abord, on voit que 82% des élèves s'en disent non victimes. C'est déjà une bonne nouvelle. Et ensuite, un ou une élève sur 10, à peu près 9%, déclare une insulte à caractère sexiste ou homophobe au cours de l'année. Donc c'est quand même une personne sur 10 et à prendre en compte, sans forcément que les faits soient répétés. Donc la part des élèves ayant été victimes à 2 reprises d'un acte sexiste ou homophobe est de 4%, donc 4% de répétition des faits à hauteur de 4%. Et ceux victimes à 3 reprises s'élèvent à 4%, un peu plus de 4% aussi. 3 reprises ou plus. Donc des faits répétés qu'on pourrait du coup mettre dans la catégorie harcèlement. Donc chez les filles, il est clair que l'avancement dans la scolarité a tendance à faire augmenter la part des victimes de ce type d'insultes. Donc plus on augmente dans la scolarité, et peut-être que plus des caractéristiques de sexe ressortent, sans doute aussi. Donc plus les filles sont âgées, plus elles ont tendance à subir ce genre d'insultes à caractère sexiste ou homophobe, ce qui ne se vérifie pas pour les garçons. Alors de plus, la répétition des faits, donc 2 ou 3 fois dans l'année, elle concerne en particulier les filles. Donc les filles sont plus sujettes à une répétition des faits que les garçons, avec des taux beaucoup plus importants qu'à l'échelle nationale, notamment pour les filles. Donc j'en viens un peu à la question des confidents et des témoins. On a interrogé les élèves avec cette question: en cas de problème vous concernant directement, et qui en parlez-vous en priorité? Donc tout d'abord, on voit que bien qu'étant victime, un quart des élèves disent directement passer l'événement victimaire sous silence, sans en référer en référant à personne. Les résultats aussi semblent mettre à mal la confiance dans l'institution scolaire, malheureusement, pour résoudre les potentielles victimations subies par les élèves. En effet, quand on regarde les chiffres, ils sont peu enclins à se tourner uniquement vers l'institution pour se confier. On a par exemple 6,27% des élèves qui indiquent l'institution comme une personne prioritaire, un acteur prioritaire pour résoudre leurs problèmes. En revanche, ils sont à peu près 28% à privilégier des confidents divers comme les amis ou les adultes de l'établissement. Donc là, l'établissement est cité, mais pas de manière prioritaire. Ils se tournent davantage vers les pairs. Puis on a les pairs PAIR. Puis on a un membre de la famille qui est le second confident potentiel, avec 22% des élèves qui disent se tourner vers la famille, et les amis arrivent juste après à hauteur de 19%. On remarque aussi que plus les élèves sont jeunes, plus ils ont tendance à se confier. Donc plus ils sont âgés, moins ils ont tendance à se confier. Par exemple, on a 88% des élèves de 6e qui avouent se confier en cas d'une expérience victimaire, alors qu'ils sont plus que 67% à faire de même en 3e. C'est bientôt fini, tenez bon. Alors, parmi les élèves interrogés, on a 56% qui déclarent avoir été témoins d'insultes au cours de l'année scolaire. Donc, concernant les insultes entendues, les témoins les situent premièrement à l'encontre des personnes LGBT, disons, on va dire des insultes à caractère homophobe, puis des insultes envers les femmes. L'homophobie et le sexisme ont plus souvent des témoins féminins que des témoins masculins. Ensuite, les témoins relatent des insultes qui sont, dans 19% des cas, à caractère xénophobe, sans qu'il y ait de distinction significative entre les témoins féminins et masculins. Et enfin, 4% des filles et 11% des garçons ont été témoins de propos discriminatoires en raison de la religion de la victime. Donc, par conséquent, on pourrait le mettre d'une autre manière, que si les filles sont les premières témoins de sexisme et de homophobie,
Les garçons sont plutôt témoins de discrimination liée à la nationalité de la victime ou à sa religion. Concernant le racisme, finalement, les deux sexes y sont exposés de manière indifférente en tant que témoins. Alors, j'en viens à une discussion qui va prendre 2-3 minutes avant de conclure pour essayer un peu de mettre en perspective ces résultats. Alors, les recherches antérieures, elles montrent que les victimations subies peuvent influer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la vie d'études et impacter plusieurs de ces composantes, notamment lorsque celle-ci prend des formes de discrimination, mais aussi lorsque les faits se répètent, bien sûr. Nous allons donc essayer de croiser toutes les victimations confondues avec un certain nombre d'items interrogés dans le questionnaire qui sont en lien avec la mesure du climat scolaire. Donc voilà, je vais passer les détails, mais on va essayer d'avoir une approche assez contextuelle. Et on a regardé notamment plusieurs facteurs comme les relations humaines, l'enseignement, l'apprentissage, l'environnement physique, le sentiment d'appartenance à la communauté scolaire. Alors j'en viens un peu essayer de mettre en perspective ces résultats. Alors de manière assez prévisible, finalement, les collégiens qu'on a interrogés, chez ces collégiens, les victimes sont plus souvent, ils se sentent moins souvent à l'aise dans leur environnement scolaire que les non-victimes. Donc, on a un écart de presque 9 points entre les victimes et non-victimes. Donc, c'est assez logique d'une certaine manière. Quand on est victime, on a tendance à se sentir un petit peu moins bien quand on va à l'école. On a aussi une corrélation statistique entre le fait d'avoir été victime et ne pas se sentir bien dans l'établissement scolaire. Donc, c'est statistiquement prouvé. Ensuite, les élèves victimes ont une idée plus précise du métier qu'ils souhaitent exercer à l'issue de leur cursus. Donc, on a repéré une corrélation statistique forte entre le fait en gros, plus on est victime, le fait d'être victime augmente les chances de ne pas savoir vraiment vers quoi s'orienter à la suite du cursus de collège. Néanmoins, on a remarqué que le fait d'être victime n'est pas nécessairement lié à une perception négative de l'environnement scolaire. C'est-à-dire que la qualité du bâti, par exemple, ou du mobilier scolaire n'est pas impactée. La relation entre pairs, elle est affectée par le fait d'avoir été victime, avec une liaison statistique qui est moyenne. Donc, si on le dit autrement, le fait d'avoir été victime augmente les chances de considérer l'ambiance entre élèves comme dégradée. Alors, de même, la relation avec les adultes de l'établissement est vue plus négativement par les victimes, sans pour autant avoir un impact sur le jugement de l'intérêt que portent les adultes aux élèves de l'établissement. Alors, en outre, les victimes n'ont pas un avis très éloigné des non-victimes en ce qui concerne le sentiment de justice dans l'établissement. Donc, le fait d'avoir été victime n'a pas l'air d'impacter le sentiment de justice. Il est plutôt lié, à mon avis, aux notes reçues et aux relations que les élèves entretiennent avec leurs enseignants. On sait pourtant que s'intéresser à la question du vivre ensemble, à la justice scolaire, elle peut permettre, en tant que facteur explicatif, j'ai dit tout à l'heure, de comprendre la violence à l'école. Mais nous avons noté une très forte corrélation statistique entre les victimes, le fait d'être victime, en fait, et les élèves punis. Donc, une corrélation 100%, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire que tous les élèves punis ont déjà été victimes. On pourrait le dire comme ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à creuser derrière? Ça pourrait être intéressant. Donc, ainsi, le fait d'être puni augmente considérablement les chances d'être sujet à une victimation étudiée dans l'enquête. Alors, de plus, avoir été victime augmente aussi les chances de déclarer que la violence dans l'établissement existe de manière prépondérante. Donc, en gros, être victime accentue les visions négatives qu'on a sur son établissement. Alors, par rapport au stress, on voit que les victimes en souffrent légèrement plus que les non-victimes, même si la corrélation est plutôt faible. Mais être victime semble augmenter le stress scolaire que peuvent subir les élèves. Les victimes aussi sont plus souvent dans le dernier tiers de la classe, avec des moyennes générales plus basses. Donc, c'est aussi intéressant, le fait d'être victime est relié statistiquement au fait d'avoir des moyennes plutôt basses, moyenne générale plutôt basse. Je passe un peu les détails chiffrés, mais
Et les victimes aussi sont surreprésentées parmi les redoublants. Donc, quelque chose aussi peut-être à creuser. Et le fait d'être victime augmente aussi les chances d'avoir des absences injustifiées au cours de l'année scolaire. Donc, au regard de toutes ces données, on pourrait dire qu'il est établi que les victimes font face à un environnement qui leur paraît comme beaucoup moins accueillant, des relations entre pairs et avec les adultes qui sont plutôt dégradées, et entraînent toute une série de contraintes supplémentaires finalement qui peuvent s'entremêler. Vous avez dans le cadre encadré rouge le stress, le redoublement, la punition, des absences injustifiées par exemple. Donc, je vais conclure rapidement avant d'ouvrir la discussion. Donc, le climat scolaire, comme je le disais tout à l'heure, il dépasse l'agrégation des bien-être individuels à l'intérieur d'un établissement. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà établi ensemble. Une des finalités, bien sûr, est la progression des résultats des élèves, mais aussi l'augmentation de leur sécurité et essayer de regarder avec la focale du côté personnel dans l'idée de l'améliorer la qualité de vie au travail. Donc on s'est penché sur, je vais pas répéter, on s'est penché sur quelques petites choses. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'interroge finalement sur des incivilités qui sont quotidiennes, qui sont en partie peu graves entre guillemets, qui sont pas forcément toutes des conséquences très négatives, mais voilà, elles sont présentes et donc il faut les combattre. Et donc voilà, on s'est surtout concentré sur ces interactions journalières entre élèves. Voilà, on peut parler. Voilà, je vais finir sur ça, je pense. On essaie de tenter des comparaisons avec la France, essayer de comprendre. C'est peut-être avec vous qu'on va pouvoir le faire. Essayer de comprendre à quoi ça peuvent être dû ces décalages. On a quand même des résultats qui sont globalement assez préoccupants à mon sens, mais vous me donnerez votre sentiment. Il confirme finalement une tendance générale, qui est la dégradation du climat scolaire et la présence de violence, notamment dans les collèges. C'est ça qui est le plus établi par la recherche. Mais montre aussi comment certaines dynamiques, selon moi en tout cas, peuvent s'amplifier ou s'aggraver dans des contextes post-coloniaux comme celui de la Martinique, par certains obstacles structurels, notamment en partie le manque de ressources matérielles et humaines, mais on pourrait mettre derrière tout ça aussi le nombre de personnels contractuels, etc. Bon, il y a pas mal de données qui peuvent être mis comme hypothèse en tout cas, mais aussi des obstacles un peu idéologiques, du fait que voilà, on a comme un pouvoir central qui est à plusieurs milliers de kilomètres, qui a une certaine vision que j'appellerais ethnocentrique des fois, qui guide son action dans l'éducation. Qui est plutôt basé sur des besoins de l'économie nationale plutôt que sur la transmission de savoir plutôt contextualisé. Donc voilà, ça rappelle, je pense, selon moi aussi, la séparation entre un peu la métropole, que je mets bien sûr entre guillemets, et puis les outre-mer. Et donc voilà, l'idée générale, c'était vraiment de contribuer à améliorer la compréhension du vécu des élèves par cette enquête pilote, qu'on pourrait appeler comme ça. Et voilà, j'ouvre le débat, c'est essayer de comprendre un peu mieux comment ces inégalités dont souffre la jeunesse ultramarine, et voilà, on essaie d'en révéler quelques-unes. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai été assez clair. Excusez-moi. C'est pas évident de proposer. C'est plus facile à lire. Si ça vous intéresse, je vous enverrai ça en lecture. Oui, alors, j'ai le sentiment d'avoir vu des réactions très intéressées, n'est-ce pas? Ouais. Ah bon, vous ne m'entendez pas là? Vous m'entendez? Oui, là, ça va? Ouais. Non, à voir vos réactions, j'ai l'impression que vous avez été très intéressés. À moins qu'on puisse dire. Alors là, il y a beaucoup de chiffres, de données, d'informations à digérer. Mais c'est un travail manifestement très riche, très dense, très intéressant. Merci Pierre-Olivier. Alors, je me permets d'ores et déjà d'émettre une demande de recevoir le support directement parce que la qualité sera plus intéressante que le film qu'on a pu réaliser. Et puis, je pense que cet après-midi, parmi les personnes à distance, il a dû y avoir
Madame la conseillère technique de Madame la rectrice, hein, qui avait été très intéressée en apprenant seulement ce matin que tu faisais cette intervention cet après-midi, Ok. et qui, donc, en tout cas, ne manquera pas, si elle n'a pas pu tout voir cet après-midi en direct, ne manquera sans doute pas de regarder les choses en détail. Et donc, avec ta permission, je me proposerai de lui faire parvenir le support lorsque tu me l'auras adressé, s'il te plaît. D'accord? Avec plaisir. Des questions, des réactions dans la salle. Hein? Il y a des choses un peu surprenantes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et merci pour cette belle intervention et ce beau travail. Ça fonctionne le micro? Oui. Je suis de la CMPP avec monsieur Sélénis. Bon, effectivement, j'ai été très intéressée et surtout j'ai appris des choses. Parce que quand j'ai entendu que ce sont les garçons qui se faisaient plus harceler que les filles, je me suis dit, tiens, on sort d'un schéma, on a tendance à penser l'inverse. Déjà cela. Et ma question, c'est surtout, après un riche travail, un travail si important qui donne des indications, quelles sont les actions qui suivent? Est-ce qu'après, il y a des fiches actions? Qu'est-ce qui se fait? C'est beau, c'est bien, c'est un beau travail, mais à quoi sert-il? Est-ce qu'il reste sur le boisseau? Voilà. C'est une bonne question, ça. Pierre-Olivier, il y a des gens orientés action, là. Oui, bah oui. J'avais bien dit dans mon introduction que je réservais la partie action un peu pour les discussions, que c'est vrai que j'essaye de combattre un peu la séparation entre le monde de la recherche et puis le monde des actrices de terrain. Mais effectivement, quoi. Donc là, c'est comment répondre à ça? C'est-à-dire que oui, bien sûr, j'ai envie que des actions se mettent en place. J'ai vraiment monté cet observatoire dans l'idée de pouvoir proposer des actions, donc des fiches actions. Ça, c'est une très bonne remarque que vous me faites. Je la note. Bon, voilà, faut aussi être modeste. Pour l'instant, c'est une enquête une enquête pilote. Donc sur, je disais, ça représente 2,4% des collégiens, ce qui, d'ailleurs, pour les enquêtes nationales, on n'est pas à des taux supérieurs, donc c'est tout à fait notable quand même, je pense. Mais effectivement, c'est comment, voilà, il faut que vous m'aidiez à valoriser ce travail, à pouvoir justement communiquer avec les décideurs. C'est ça un peu qu'on rencontre souvent dans nos recherches, hein, c'est-à-dire qu'on produit du savoir et le savoir n'est pas forcément accaparé par les personnes qui décident et qui ont le pouvoir de mettre en place des choses. Donc moi, à mon échelle, je sais pas trop ce que je peux faire. J'ai zéro financement. Donc, mais l'idée de mettre en place des actions, je suis pour. Hein. Je suis vraiment intéressé à des collaborations. Oui. Voilà. 100% oui, mais comment, je ne sais pas. Bien, je vous remercie quand même pour votre réponse. Et puis, bon, avec l'Observatoire de la parentalité, peut-être qu'ensemble, on va arriver à trouver des actions. Je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, L'important, c'est déjà, oui. Allez-y, madame. je vous félicite pour ce brillant travail, puisque j'ai eu l'occasion Merci. d'interpeller M. Sélénis, je ne sais pas s'il se rappelle, en 2015, pour une action qu'on avait menée au Collège d'Ilon 2, qui était le harcèlement, stop au harcèlement, avec l'intervention de M. Pierre-Louis, pédopsychiatre, qui était venu avec M. Manquant. Et en fait, dans la suite de cette action, il y a des choses qui ont été prises en compte. Aujourd'hui, la question que je me pose réellement, par rapport à tout ce travail conséquent que vous avez fait, ne faudrait-il pas aller un peu plus loin que l'école? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est rapporté, c'est que les élèves, une fois qu'ils ont quitté l'établissement scolaire, le harcèlement scolaire se transforme en cyberharcèlement, c'est-à-dire qu'ils montent des groupes WhatsApp
et ils s'invectivent les uns les autres. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être pas un petit peu aller un petit peu plus loin que l'école, peut-être pour voir dans quelle mesure on peut élargir le champ d'action contre le harcèlement. Alors, je vous remercie. Merci pour votre intervention. Effectivement, hein, juste pour rebondir, mais vous avez très bien dit, il faut mobiliser divers partenaires et notamment les familles aussi ont un rôle, je pense important dans l'utilisation justement des outils numériques et comment ils sont utilisés par les élèves et peut-être l'information aussi aux familles me paraît être assez essentiel, les impliquer en fait dans ce type d'action contre le harcèlement ou d'autres types de violences. Donc les inviter peut-être à venir dans l'établissement, faire de la communication, utiliser des outils avec lesquels on communique avec les familles. Ce genre de choses me paraît essentiel, vous avez totalement raison. Oui, alors moi, c'est ouvert? Oui, vous m'entendez? Oui, voilà, ouais. Alors moi, je vais dire un grand merci, je vais dire un grand EA. Parce qu'encore hier, on était avec le SAPA sur les addictions. Je vais me répéter. Et c'est vrai que depuis la rentrée, suite aux 2 années de Covid, avant les 2 années de Covid, il y a eu grève contre la réforme de la retraite et il y a eu grève contre la réforme du lycée. L'Académie Martinique a été fortement impactée. Donc, en gros, sur les 4 dernières années, l'ambiance au niveau de l'Académie en termes de confiance, effectivement, en termes de sécurité, on peut se poser la question. Alors, un élément, c'est que vous venez confirmer un petit peu notre réflexion sur la notion de climat scolaire. Par contre, la question que je vais vous poser, est-ce qu'il y a une réflexion sur la corrélation climat scolaire et réussite scolaire éducative? Et puis, au niveau de la MLDS, nous avons un temps fort mercredi prochain. Ça fait 2 ans que nous avons une réflexion sur une commission sur les élèves à fort risque de décrochage. Parce qu'en réalité, tous les éléments que vous avez énoncés, partagés, donne le profil de l'élève en risque de décrochage, en phobie scolaire, en situation de harcèlement, en échec scolaire. Et s'il a de la chance de se retrouver en mission locale après son échec ou bien lorsqu'il a son diplôme après le lycée, sinon il va rompre avec l'établissement. Et il faudra attendre encore 2 ou 3 ans pour qu'il trouve un adulte, comme on dit chez nous, une belle bonne personne pour pouvoir le remettre sur les rails. Donc, comme je rejoins madame, c'est-à-dire avec tous ces éléments-là, en tout cas, j'ai hâte d'avoir les éléments pour les partager avec les collègues, parce que mercredi prochain, nous avons une réunion avec ce qu'on appelle le premier cercle de décideurs, donc la CTM, la CAF, et puis j'oublie encore 2 ou 3, les associations de parents d'élèves ou autres. Il faut la compenser à vous. Il faut la compenser à vous sur le 2e cercle pour pouvoir justement comment à la fois être sur du curatif mais aussi beaucoup sur le préventif. Parce que nous, au niveau de la MLS, nous avons l'impression que c'est très compliqué d'aller sur le préventif parce que en 6e, c'est déjà, je vais dire moitié trop tard. Ils ont déjà fait pratiquement 6 ans de scolarité. Lorsqu'ils arrivent au collège, ils ont pratiquement déjà 10 années, ce sont des doctorants. Ils sont pratiquement des docteurs, donc ils ont déjà cumulé et ensuite on va leur demander d'avoir de la confiance et de l'autonomie lorsqu'ils vont arriver au lycée. Et je pense que c'est avec tous ces éléments-là ensemble que nous devons interpeller les décideurs, voir comment amener ce maillage-là. Alors vous n'avez pas, j'ai bien entendu 80 questions. Mais à notre niveau, on se pose la question de l'estime de soi. Tout ça contribue à l'estime de soi, au mal-être, à l'addiction, parce que c'est souvent au collège qu'ils commencent à découvrir tous ces éléments-là, et ça s'amplifie au collège, au lycée. Nous sommes un des départements, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais pas si nous sommes sortis au top des 5, qui avait l'un des taux les plus forts de conseil de discipline et d'exclusion définitive. Et tous ces éléments-là aussi contribuent à la réflexion, comment amener l'information aux acteurs éducatifs et pédagogiques et scolaires, mais aussi en termes de formation.
Alors, je sais, vous avez dit que vous êtes vous étiez à l'INSPE. Alors, ça fait un moment que je ne suis pas allé. Bon, c'est vrai que j'y vais de temps en temps, mais voilà. Mais c'est la réflexion, comment formaliser tout ça avec la rectrice, les formateurs, apporter cette information. Et je vais terminer par un mot, pour moi, qui est vraiment un mot sur lequel nous devons réfléchir et travailler. C'est la notion de bienveillance. Parce que c'est vrai que lorsque les enfants arrivent au collège, ils sont petits. Et c'est vrai que si les adultes ne sont pas dans cette posture de bienveillance, ça donne très vite des enfants, dès la 4e, vont vraiment formaliser leur désir de quitter le système parce que, comme on dit, ils ne sont pas en reconnaissance. Et après, vous avez d'excellents élèves qui arrivent au lycée et dès la 16e année, ils vont attendre leur jour d'anniversaire à l'encontre du système et des parents et ils vont rédiger leur lettre de démission pour dire « je ne veux plus ». Alors que tout ça, c'est du gâchis, c'est de la souffrance, à la fois pour les équipes pédagogiques. Donc, il y a ces éléments-là à apporter parce que les équipes pédagogiques aussi sont dans un schéma par rapport au système de performance. Et lorsqu'on est dans un schéma de performance, là, j'ai appris, par exemple, une expérience, notamment en 6e, eh bien, l'enseignant annonce les notes à toute la classe et projette les résultats sur le tableau. Donc, et ce n'est pas celui qui a 3 la notion d'injustice, ce n'est pas celui qui a 3 qui verbalise, ce sont les autres qui voient que j'ai la chair de poule, que cet aspect-là percute l'enfant. Alors que l'outil pour notes, voilà. Donc il y a tout ça en termes de réflexion. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, Monsieur Sélénis, mardi 13 décembre, c'est ça? Mardi 13 décembre. 13 décembre, sur le bassin nord-atlantique, je réunis l'ensemble des référents décrochage scolaire, justement, et c'est vrai que je pense que je me permettrai d'apporter 2 ou 3 informations, puisque c'est un bassin qui est fortement coloré en REP. Il n'y a que 2 établissements qui sont pas 2 collèges qui ne sont pas en REP sur cet établissement-là. D'accord? Je parle beaucoup, c'est pour ça que je ne voulais pas prendre le micro. En tout cas, merci encore. Hein, et je pense qu'on va reprendre contact sur cet aspect-là. Comment? Non, je les laisse. Il n'y a pas de problème. Tu vois, personne n'a protesté. Donc, non, mais... Alors, nous avons tous sur la langue au moins 2 mots dans son mot MOTS1. Dans ce que j'ai entendu là, nous avons sur la langue le mot cité de l'éducation. Et je demande à Jean-Pierre Coutois, qui est en train de nous suivre en Zoom là, s'il veut bien intervenir à ce sujet. Mais lorsque nous parlons justement de l'action qu'il y a à mener, bon, la recherche a fait son job. Enfin, en tout cas, a fait une partie de son job et a commencé à faire son job. C'est très bien. Elle nous alimente. On voit tout de suite l'intérêt de ce qui a été fait. C'est formidable. Après, il ne faut surtout pas qu'on dise, il faut que les décideurs agissent. Les décideurs, effectivement, doivent prendre leurs responsabilités, doivent apporter, doivent jouer leur rôle. Mais c'est ensemble. Souvenez-vous, l'alliance du vouloir, du savoir et du pouvoir. D'accord? Et donc, c'est dans cette perspective-là, je crois, qu'il faut qu'on essaye de chercher nos solutions. Nous avons aussi sur le bout de la langue le mot tuteur de résilience. Hein? On en a parlé dans des conférences déjà hier notamment. Bon, cet après-midi, en abordant la question de la violence au collège et les établissements scolaires, on a ce mot tuteur de résilience à la bouche. Alors j'aimerais bien, si Jean-Pierre nous a entendu, nous a suivis, j'aimerais bien qu'il nous dise quelques mots, s'il te plaît. En ouvrant ton micro, en passant à ouvrir ton micro. Hein. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Je veux dire à Pierre-Olivier Vest
ou bien j'ai apprécié sa communication, sa présentation, et lui dire que je partage tout à fait son identité, puisque mon identité personnelle rejoint la sienne. C'est-à-dire que les sciences de l'éducation sont un petit peu mon biberon depuis tant d'années. Donc, pas de problème, c'est magnifique. Maintenant que j'ai fait cet éloge des sciences de l'éducation, je voudrais lui dire que, lui raconter une brève histoire qui s'est présentée sur mon parcours et qui est vraiment une histoire très humoriste, mais ça vaut la peine d'être racontée. Présentant des résultats comme Pierre-Olivier Weiss l'a fait avec pertinence, clarté et beaucoup d'intérêt pour nous, notamment pour les cités d'éducation, un ami me dit, écoute, tu sais, je partage tout ce que tu as dit, mais j'ai quand même ajouté une dimension supplémentaire à tes données. Je dis, ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, il dit, je suis allé dans un établissement scolaire de secondaire. J'ai demandé au professeur de m'indiquer quels étaient les élèves qui réussissaient. Ah bon? Et ceux qui échouaient. Ah oui, et alors? J'ai pris une balance pour prendre le poids pondéral de ceux qui réussissaient et j'ai pesé ceux qui échouaient. Alors, j'ai constaté que ceux qui réussissaient avaient un poids pondéral inférieur à ceux qui réussissaient avaient un poids pondéral inférieur à ceux qui échouaient. Donc, est-ce que je dois conseiller aux parents de donner moins à manger à leurs enfants? Je dis, écoute, tu te fous de ma poire. Non, pas du tout. Je vais seulement montrer la différence qu'il y a entre les sciences de l'éducation et la pédagogie. Donc, je vais attirer ton attention, me dit-il, sur le fait que les sciences de l'éducation nous donnent un scanner du moteur d'une voiture, hein, des soupapes, du carburateur, du pot d'échappement et tout ce qu'on veut, mais ça ne fait pas un bon chauffeur. Et donc, à cet endroit-là, je veux dire à Pierre-Olivier Weiss que personnellement, je continue à travailler comme il le fait, peut-être en ajoutant aussi encore des données, bien sûr, à l'infini, lorsqu'il a dit qu'ils sont des données tout à fait pertinentes. Mais est-ce qu'il pourrait aussi prendre un peu de temps pour regarder quels sont les pédagogues qui, depuis au moins 3 siècles, ont répondu aux questions qui se posent aujourd'hui? Ça veut dire que si on prend Paulo Freire, si on prend Freinet, si on prend l'abbé Joseph Wresinski, et alors si on prend encore bien d'autres, celui qui a travaillé avec les enfants abandonnés à travers l'histoire, même en remontant jusqu'à Rousseau. Donc, ma question qui m'intéresse fortement, évidemment, c'est que les pédagogues ont donné des réponses aux questions que les sciences de l'éducation posent aujourd'hui. Pierre-Olivier Weiss, je trouve que c'est quand même interpellant pour nous qui faisons ce métier. C'est un métier fantastique et je te félicite en tout cas pour le travail que tu fais et que je fais, je le partage totalement. Mais encore une fois, aujourd'hui, il faudrait l'associer à une mise en valeur de la pédagogie. Et moi, j'étais un élève de Célestin Freinet, que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Eh bien, tout ce que tu as présenté aujourd'hui dans une école Freinet, les solutions sont là, il n'y a pas de problème. Les solutions donc sont présentes, les problèmes disparaissent. Nous, en sciences de l'éducation, nous travaillons sur les problèmes, les pédagogues travaillent sur les solutions. Donc, faisons un bon ménage entre pédagogues et sciences de l'éducation. Le valeur de la société d'aujourd'hui, c'est que les sciences de l'éducation ont pris un statut scientifique, et que la pédagogie a resté un statut littéraire et un peu philosophique. Mais ce qui manque aux sciences de l'éducation, c'est une bonne philosophie. Tu vois? Alors, une dernière chose pour revenir dans ton domaine, qui est le mien aussi, c'est te dire que on aurait pu ajouter à ta liste que les facteurs d'influence qui influencent la réussite scolaire, pour l'avoir mesuré en Europe de Belgique, 85% des facteurs de succès scolaire proviennent de la famille. Et donc ça, c'est quand même assez considérable. En 5 ans, 80% des structures syntaxiques que possèdent les enfants entre les milieux sociaux sont maîtrisées. Donc tu comprends que les enjeux sont faits. Le vocabulaire, un enfant arrive à 6 ans avec 800 mots,
un autre arrive avec 1800 mots sur le milieu culturel. Donc, on est là confronté à des connaissances qui sont pertinentes, qui sont fantastiques, qui sont essentielles. Et je t'invite à continuer. En tout cas, je reste à tes côtés et je te félicite grandement parce que je sais ce que c'est que le travail que tu fais. À côté de ça, je t'invite à être attentif à la pédagogie, à la recherche de solutions. Bravo et courage. Et le chemin est long. Le chemin à mener est encore long. Alors, nous sommes ensemble sur ce long chemin. Bravo. Merci beaucoup. Ok, alors Pierre-Olivier, il y a du boulot, n'est-ce pas? Il y a du boulot, il y a du boulot. Tu as suscité un grand intérêt chez nous, hein, il faut le dire. Et donc, si tu le permets, lorsque tu auras transmis le support, hein, tout le monde a accès donc à la réunion de cet après-midi sur la chaîne YouTube. Lorsque tu auras transmis le support, j'essaierai de me faire ton porte-parole, ton interprète, en tout cas ton facilitateur, hein, pour aller vers justement les acteurs de la parentalité scolaire, je vais dire ça comme ça, et les acteurs du système scolaire, hein, pour que justement ils puissent envisager ensemble, hein, les perspectives, etc. Hein. Si ça peut t'intéresser, Denis, pas plus tard que ce matin, je crois que je l'ai dit déjà ce matin, mais une discussion avec Madame la conseillère technique de Madame la rectrice et qui appelle aussi de ses voeux ce type de démarche-là. Hein. Voilà. Oui, comme par hasard. Voilà. Bon, donc on a fait un bon point cet après-midi. Pierre-Olivier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, peut-être d'un point de vue technique, c'est vraiment une info très factuelle, mais je serai en Martinique du 11 décembre au 19 décembre. Donc si dans cette période-là, vous voulez me rencontrer en vrai, je ressemble à peu près à ce que vous voyez, mais un peu plus grand. Alors, et voilà, s'il y a des réunions, par exemple, auxquelles ce sera intéressant que je participe, ou, enfin, voilà, je suis ouvert à toute perspective, quoi. Voilà, je n'ai pas voulu dévoiler tes affaires, mais effectivement, en te disant cela, j'avais pensé à ce prochain séjour que tu dois faire en Martinique. Hein. Et donc, on reste en contact, si tu veux bien, pour essayer de préparer quelque chose de sympa. On va dire ça comme ça. Hein. Ok. Bon, bien, très bien. Jean-Pierre Boutoir nous a fait l'amitié et de rester avec nous jusqu'à une heure relativement avancée pour lui quand même. Il est en Belgique en ce moment, à Mons. Hein. Donc merci beaucoup Jean-Pierre. Pierre-Olivier, lui, il est en retard sur notre heure à nous. 3 heures de décalage, c'est ça, Olivier? Nous, il est 16h20. 4 heures, d'accord. Donc, ça va, tu as encore de la marge. Hein? Ok. En tout cas, un grand merci. Nous avons consacré d'ailleurs tout ça de temps. Et puis, vous, mesdames et messieurs, hein, merci beaucoup. J'espère que vous n'avez pas regretté d'avoir passé cet après-midi et cette journée avec nos interlocuteurs. Hein. Merci au technicien qui a beaucoup souffert aujourd'hui de conditions qui n'était pas très favorable et pourtant on est dans un cadre très intéressant. Hein. Donc merci à la ville de Trinité d'avoir mis à notre disposition et merci à la maison de la famille et de la parentalité de nous avoir accompagnés dans cette démarche-là. Hein. Ça, ce sont des problèmes forcément de compatibilité entre systèmes et d'interaction entre systèmes qui sont à gérer. Hein. Bon, c'est ça. Et donc, à très bientôt tout le monde. Hein, et bonne route pour ceux qui reprennent la route. Bonne fin de soirée pour ceux qui vont se reposer. Et bonne journée à toi, Pierre-Olivier. À bientôt. À bientôt. Au revoir.